La Guyane, 1846. Le fleuve Maroni coule comme une veine noire à travers la jungle épaisse, emportant avec lui des secrets que la terre refuse de porter. Ici, le silence n'est jamais synonyme de paix, mais d'une terreur sourde qui rampe sous le couvert des arbres séculaires. Ceux qui écoutent attentivement peuvent entendre le craquement des chaînes et le souffle court de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Parmi ces ombres se trouvait Silas, un homme dont la peau semblait forgée dans le cuir et le sel, un pêcheur qui connaissait les humeurs de l'eau mieux que son propre nom. On murmurait dans la pénombre des cases qu'il possédait un don maudit, une résistance que même le fouet n'avait pu briser. Silas ne craignait pas ce qui faisait hurler les autres, car il portait en lui une anomalie physique que la science de l'époque ne pouvait expliquer. Dans les profondeurs de la crique, là où la lumière meurt, vivent des créatures capables de foudroyer un homme d'un simple contact. Mais Silas, lui, pouvait plonger ses mains dans les remous et saisir les éclairs tapis sous l'eau sans jamais sourciller. C'était un secret qu'il gardait jalousement, car dans cette colonie, la moindre différence pouvait devenir une raison de vous faire disparaître. À quelques lieues de là, dominant la plantation de toute son arrogance, se dressait la demeure du baron de Valmont. C'était un homme dont la cruauté n'avait d'égal que sa vanité, un aristocrate dont le regard froid semblait vider l'air de toute chaleur. Chaque geste, chaque parole du baron était une sentence, et il régnait sur ces terres comme un dieu sombre et capricieux. Valmont exigeait chaque soir un rituel immuable qui épuisait ses serviteurs. Un bain d'eau de rivière filtrée, servi dans une immense baignoire de cuivre. Ce cuivre, importé de Paris à grands frais, était le symbole de sa supériorité et de son mépris pour la rusticité de la colonie. Il ignorait encore que cet objet de luxe, conducteur parfait, deviendrait bientôt l'instrument de son propre châtiment. Avant de vous révéler comment un simple pêcheur a défié un empire, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette enquête. Si vous croyez en la justice, même tardive, notez ce début de récit de 0 à 10 dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir la suite. Car ce qui s'est préparé dans l'ombre des rives du Maroni va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir. Derrière la façade de richesse et de puissance, le baron de Valmont était un homme aux abois, dévoré par des dettes de jeu colossales. Ses registres étaient falsifiés, ses récoltes diminuaient, et la ruine frappait à sa porte avec une insistance terrifiante. Pour masquer sa chute imminente, il redoublait de brutalité, cherchant à asseoir une autorité qui s'effritait comme du bois mort. Le point de bascule fut un simple bruit de verre brisé dans la chambre de maître, un après-midi où la chaleur rendait les esprits fous. Le jeune petit Jean, le neveu de Silas, venait de laisser échapper un précieux flacon de parfum venu de métropole par le dernier navire. L'odeur de jasmin envahit la pièce, mais elle fut immédiatement remplacée par l'odeur métallique de la peur la plus pure. Pour le baron, cet accident était l'occasion parfaite de faire un exemple sanglant et de terroriser ceux qui osaient encore espérer. La sentence tomba irrévocable, le marquage au fer rouge devant toute la propriété, prévu pour le lever du soleil. Petit Jean ne serait pas seulement puni, il porterait la marque de l'infamie dans sa chair pour le restant de ses jours. Quand la nouvelle parvint à Silas, il ne versa aucune larme, car il savait que les pleurs ne nourrissent que le sadisme des tyrans. Il ne chercha pas à supplier, car il connaissait trop bien l'âme noire de son maître, un homme qui aimait l'odeur de la chair brûlée. Une résolution glaciale s'empara de lui, une idée née de la boue du fleuve et de la fureur contenue depuis tant d'années. À la faveur de l'obscurité, Silas poussa sa pirogue dans une crique isolée que même les chasseurs les plus braves évitaient soigneusement. C'est là, sous les racines entremêlées des palétuviers, que se cachait la mort liquide, une bête d'une taille monstrueuse. Il traquait une anguille électrique capable d'abattre un bœuf, une créature de cauchemar que les anciens craignaient plus que le diable. Pour Silas, manipuler une telle bête était une danse avec la mort où le moindre faux pas signifiait un arrêt cardiaque foudroyant. Alors qu'il plongeait ses mains dans l'eau, une douleur sourde commença à irradier dans ses bras, faisant vibrer ses os. Ses muscles se contractaient violemment sous les premières décharges, mais son corps tenait bon, porté par une volonté de fer. L'anguille se débattait avec une sauvagerie inouïe, envoyant des ondes de choc qui faisaient bouillir la surface de la crique. Silas sentit son cœur rater un battement, sa vision se troublait, mais il ne lâcha pas prise, ignorant la brûlure interne qui le dévorait. Il réussit enfin à emprisonner la créature dans un panier de roseaux tressés.
serrant les liens avec la force du désespoir. Le retour vers la demeure principale fut un calvaire, la bête s'agitant et envoyant des décharges à travers les parois humides du panier. Silas devait se déplacer comme un spectre, évitant les patrouilles des surveillants et le flair des chiens qui rôdaient. Chaque décharge lui rappelait le temps qui pressait, le fer qui chauffait déjà pour marquer son neveu à l'aube. En s'approchant de la maison pour livrer discrètement son fardeau, Silas remarqua un détail qui allait changer le cours de l'histoire. Sur le secrétaire du baron, laissé sans surveillance, reposait un pli scellé à la cire rouge, frappé des armes du notaire royal. C'était un document officiel dont l'importance semblait faire vibrer l'air même de la pièce silencieuse. En risquant tout pour s'emparer du papier, Silas découvrit une vérité plus sombre encore que les crimes visibles du baron. Le document révélait que Valmont n'était qu'un usurpateur, ayant détourné l'héritage d'une nièce orpheline, pour éponger ses propres vices. Le secret était là, noir sur blanc, une preuve irréfutable qui pouvait anéantir le tyran plus sûrement que n'importe quelle arme. Alors que les invités de la haute société arrivaient pour un grand dîner, Silas s'introduisit dans la chambre du maître déserte. Il versa la créature électrique dans l'eau fumante de la baignoire, s'assurant que le niveau d'eau touchait bien les parois métalliques. Le piège était tendu, une vengeance liquide, prête à se déchaîner au premier contact avec la peau de l'oppresseur. Le baron entra dans sa chambre, satisfait de la journée de terreur qu'il venait d'orchestrer et impatient de se délasser. Il ne voyait pas l'ombre de Silas dissimulée derrière les lourdes tentures, ni l'eau qui frémissait imperceptiblement dans le cuivre. Il s'approcha de son bain, savourant d'avance la chaleur qui allait détendre ses membres avant le supplice public du lendemain. L'arrogance de Valmont l'empêcha de remarquer l'odeur d'ozone qui commençait à saturer l'atmosphère de la petite pièce. Il posa sa main sur le rebord de cuivre, sentant la solidité du métal qu'il croyait être son bouclier contre le monde. Mais il ignorait que la nature s'était alliée à la justice des hommes pour lui préparer une fin qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Alors que le premier contact se produisait, un silence surnaturel sembla s'abattre sur la maison de maître, comme si le temps lui-même s'arrêtait. Silas retint son souffle, serrant contre lui les documents qui allaient prouver l'imposture du grand baron de Valmont. Le cri qui allait bientôt déchirer la nuit ne ressemblerait à rien de ce que les invités du dîner avaient jamais entendu. La décharge fut instantanée, une explosion de lumière et de douleur qui cloua le baron sur place, le corps secoué de spasmes. Le cuivre hurla sous l'énergie, transmettant la fureur du fleuve directement dans le sang corrompu du tyran. Ce n'était que le début du chaos, car la vérité était sur le point de sortir de l'ombre pour tout dévaster sur son passage. La nuit n'apportait aucun repos sur la plantation Valmont, seulement une mise en scène macabre dont le dénouement approchait. Alors que Silas s'extirpait de la chambre, le bruit des sabots sur le gravier annonçait l'arrivée des notables de Cayenne. Chaque rire qui s'échappait des carrosses luxueux était une insulte aux gémissements qui montaient des cachots froids. Le plan de Silas était d'une précision effrayante, mais il restait une faille que même son génie ne pouvait totalement combler. Le capitaine Lefebvre, chef de la garde personnelle du baron, n'était pas un homme facile à tromper par de simples ombres. Ses yeux, habitués à traquer les fugitifs dans l'enfer de la jungle, semblèrent capables de lire les intentions les plus cachées. Lefebvre venait de remarquer une trace d'eau boueuse sur le tapis de velours cramoisi menant à la chambre de maître. Une trace qui n'avait rien à faire là, alors que le baron exigeait une propreté clinique pour son rituel du soir. Le garde s'arrêta brusquement, son flair de prédateur en alerte, sentant que quelque chose venait de rompre l'ordre habituel. Silas, dissimulé dans l'embrasure d'une porte dérobée, sentait son cœur cogner contre ses côtes comme un oiseau en cage. Ses mains, encore engourdies par les décharges de l'anguille, refusaient de cesser leurs tremblements incontrôlables et douloureux. Il savait que si Lefebvre ouvrait cette porte maintenant, tout serait terminé avant même que la justice ne puisse frapper. Au fond des cachots humides, là où l'air manque de tout sauf de désespoir, le jeune petit Jean fixait une petite lucarne. Il ne savait rien du plan désespéré de son oncle, il ne connaissait que la morsure de la faim et la promesse du fer rouge. Chaque minute qui passait le rapprochait de l'aube et avec elle de la destruction définitive de son enfance. Le baron dans le grand salon jouait son rôle de grand seigneur avec une aisance qui frôlait la folie pure. Il plaisantait avec le juge de paix, un homme dont la réputation d'intégrité était la seule chose que Valmont craignait. Mais derrière ce sourire de façade,
le tyran sentait une sueur froide perler le long de son échine, trahissant son angoisse. Valmont savait que ses jours à la tête de cette propriété étaient comptés si le notaire de Cayenne arrivait à l'improviste. Il avait déjà préparé ses malles en secret, prévoyant de s'enfuir vers le Brésil dès que le supplice de Petit-Jean serait fini. Ce qu'il ignorait, c'est que Silas avait découvert le document qui scellerait son destin bien avant son départ prévu. L'eau dans la baignoire était calme, d'une tranquillité trompeuse qui cachait une mort en attente dans ses reflets sombres. L'anguille, épuisée par sa capture mais toujours chargée d'une énergie mortelle, s'était immobilisée au fond du cuivre massif. Le métal, conducteur parfait, n'attendait qu'une seule chose, le contact d'une chair humaine pour libérer toute sa foudre. « Pourquoi n'ai-je pas fui quand j'en avais l'occasion ?» se demandait Silas dans un monologue intérieur silencieux et amer. Il aurait pu s'enfoncer dans la jungle profonde, rejoindre les marrons et vivre libre, loin de ce cauchemar quotidien. Mais le regard de son neveu, ce petit garçon qui n'avait connu que la peur, le retenait ici comme une ancre de fer. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant une éternité de tension insupportable pour ceux qui s'avèrent la vérité. Dans la cuisine, les domestiques s'activaient pour le gala, ignorant qu'un drame se jouait juste au-dessus de leur tête. L'odeur des épices et de la viande rôtie se mêlait étrangement à l'odeur de soufre qui commençait à saturer l'étage noble. Lefebvre décida enfin de vérifier la chambre, poussé par un instinct que des années de traque n'avaient jamais trompé. Il tourna lentement la poignée, le grincement du métal résonnant comme un coup de feu dans le silence lourd du couloir. Silas, de l'autre côté, serra les dents et se prépara à bondir pour protéger son secret au prix de sa propre vie. Un fracas soudain venant du grand escalier détourna l'attention du garde au tout dernier moment de son inspection. Une jeune servante, épuisée par le labeur, venait de s'effondrer avec un plateau chargé de verres précieux et fragiles. Lefebvre jura entre ses dents et se tourna vers l'escalier, laissant la porte de la chambre close pour quelques minutes encore. Silas profita de cette diversion providentielle pour s'extraire de la demeure par une petite fenêtre de service dérobée. Il glissa le long d'une gouttière, ses muscles hurlant de douleur, mais son esprit déjà tourné vers la prochaine étape cruciale. Il devait s'assurer que les preuves de l'imposture du baron parviennent aux yeux du juge de paix avant la fin de la nuit. Dans sa course, Silas repensa à ce qu'il avait lu dans le pli scellé. Le baron n'était qu'un vulgaire voleur d'identité. Le véritable héritier des terres était mort dans des circonstances mystérieuses 10 ans plus tôt, et Valmont l'avait remplacé. Cette révélation était la clé qui ferait tomber toutes les protections dont l'usurpateur jouissait auprès des autorités de la colonie. Le juge de paix, assis à la table d'honneur, semblait s'ennuyer fermement au milieu de cette opulence trop vulgaire pour lui. C'était un homme de loi rigide, qui ne tolérait aucune entorse aux règlements royaux, même de la part des plus puissants. Si Silas parvenait à lui mettre les documents sous les yeux, la chute du baron serait aussi brutale que définitive. Mais le temps jouait contre le pêcheur, car dans la cour, le forgeron attisait déjà les braises de sa forge infernale. Le fer destiné à Petit-Jean commençait à rougir, une lueur de braise qui promettait de marquer l'aube d'un saut sanglant. L'horreur de ce qui se préparait donnait à Silas une force surhumaine, une urgence qui transcendait son propre instinct de survie. Il s'introduisit dans l'office, là où les plateaux étaient préparés pour être servis aux invités de marque du grand salon. Il glissa le document compromettant entre 2 serviettes de lin, juste à côté du plat destiné personnellement au juge de paix. C'était un geste d'une audace folle, un pari risqué sur la curiosité de l'homme de loi et sur la complicité du silence. Un vieux majordome dont le dos était voûté par des décennies de servitude croisa le regard de Silas dans l'ombre. Sans un mot, sans un geste brusque qui pourrait l'alerter, le vieil homme comprit ce qui se jouait et inclina la tête. La révolte ne venait pas toujours avec des cris, elle se préparait parfois dans le silence feutré d'un service de table. À l'étage, le baron se leva brusquement de table, prétextant une fatigue passagère avant le grand événement prévu au lever du jour. Il voulait son bain. Il voulait ce moment de solitude pour savourer sa puissance avant de commettre l'irréparable sur l'enfant. Sa épa résonnait lourdement sur le plancher de bois précieux, le menant inexorablement vers la chambre où la foudre l'attendait. Le baron entra dans la pièce, dont l'air était devenu lourd et oppressant, presque irrespirable pour un homme normal.
Il ne remarqua pas que la bougie qu'il avait laissée allumée s'était éteinte, remplacée par une étrange lueur bleuâtre. Il commença à retirer sa veste de soie, ignorant qu'il se déshabillait pour son propre enterrement moral et physique. Il s'approcha de la baignoire de cuivre, admirant son reflet déformé dans le métal poli, avant de tester la température de l'eau. L'anguille, sentant l'approche d'une masse thermique, commença à vibrer, ses organes électriques se chargeant à leur paroxysme absolu. Le baron tendit la main, un geste banal qui allait devenir le détonateur d'une explosion de douleur sans aucun précédent. Juste avant que ses doigts ne touchent la surface, un bruit sourd de décharge électrique fit grésiller l'air ambiant de la pièce. Valmont s'arrêta, un frisson d'une nature inconnue parcourant son échine, mais son arrogance démesurée le poussa à continuer son geste. Il ne savait pas que ce contact serait le tout dernier acte de sa vie, Le salon de réception résonnait du cliquetis des fourchettes contre la porcelaine fine, un son qui masquait la tragédie imminente. Les invités riaient, ignorant que le sol sous leurs pieds était imprégné du sang et de la sueur de centaines d'âmes brisées. Mais dans l'ombre des couloirs de service, le silence était devenu une arme tranchante, prête à frapper au cœur de la tyrannie. Lefebvre n'avait pas abandonné sa traque, son instinct de chien de garde le ramenant sans cesse vers la zone interdite du domaine. Il sentait que l'équilibre précaire de la plantation vacillait, une intuition viscérale qui lui nouait l'estomac de façon inhabituelle. Sa main gantée ne quittait plus la crosse de son pistolet, prête à abattre toute ombre qui bougerait anormalement dans le manoir. Dans sa chambre, le baron se sentait étrangement oppressé, comme si les murs tapissés de soie se rapprochaient pour l'étouffer. Il pensait à ses dettes colossales, à ce notaire de Cayenne qui ne tarderait pas à demander des comptes impossibles à fournir. Sa seule issue était la fuite, mais il voulait d'abord briser le dernier espoir de ses esclaves avant de disparaître pour toujours. Silas, tel un esprit de la forêt, observait les mouvements de son maître à travers une fente étroite dans le plafond de bois précieux. Son corps n'était plus qu'une masse de douleur, ses nerfs criant après chaque décharge reçue lors de la capture de la bête. Il savait que si le baron ne succombait pas à l'instant même, sa vengeance se retournerait contre lui avec une cruauté démultipliée. L'eau dans le cuivre massif semblait vivante, agitée par des micro-vibrations que seul un œil exercé aurait pu déceler dans la pénombre. L'anguille électrique, acculée au fond de son piège métallique, accumulait une charge de plusieurs centaines de volts en silence. L'atmosphère de la pièce était saturée d'une électricité statique qui faisait se dresser les poils sur les bras du tyran approchant. En bas, le juge de paix s'apprêtait à saisir la serviette de lin que Silas avait piégée avec une audace frôlant la folie pure. Un mouvement maladroit du majordome aurait pu tout gâcher, faisant tomber le document révélateur sous la table de gala. Chaque battement de cœur de Silas résonnait comme un glas funèbre dans sa poitrine, oppressée par l'angoisse et l'attente. Valmont retira sa dernière chemise de soie fine, révélant un corps marqué par les excès, la paresse et une arrogance sans limite. Il s'approcha de la baignoire de cuivre importée de Paris, cet orgueil métallique qui allait bientôt devenir son tombeau de métal. Il ne restait plus que quelques centimètres dérisoires entre sa peau et la surface de l'eau chargée d'une foudre primitive. Lefebvre, alerté par un grincement suspect au-dessus de sa tête, se précipita vers l'escalier menant aux appartements privés du baron. Il avait enfin compris que l'intrus ne se cachait pas dans les jardins humides, mais au cœur même de la forteresse de pierre. Ses bottes lourdes frappèrent le bois avec une violence rythmique qui annonçait une confrontation sanglante et inévitable. Silas entendit l'approche rapide du garde et comprit qu'il n'avait plus aucune issue de secours possible dans cette maison maudite. Si le baron ne plongeait pas dans son bain à cet instant précis, Lefebvre entrerait et découvrirait tout, condamnant Petit Jean à l'enfer. L'instant de vérité était arrivé, suspendu à un fil de soie invisible, prêt à rompre sous le poids écrasant du destin. Le contact physique fut d'une violence inouïe, un éclair aveuglant illuminant la pièce d'une lueur surnaturelle et bleutée. Le corps du baron fut instantanément traversé par une décharge capable de terrasser le plus puissant prédateur de la jungle. Ses muscles se figèrent dans une contraction si brutale que ses os semblèrent craquer sous la pression interne du courant. Il ne put même pas hurler, ses cordes vocales étant instantanément paralysées par le courant continu qui le liait au métal conducteur. Ses yeux sortirent presque de leurs orbites, fixant un point invisible dans le vide,
alors que son système nerveux s'embrasait. L'odeur de chair brûlée et d'ozone commença à se répandre, transformant le luxe de la chambre en un abattoir moderne et terrifiant. Le garde pénétra dans la pièce juste au moment où le corps du baron retombait lourdement dans l'eau, inerte et fumant. L'obscurité soudaine et la fumée rendèrent la scène confuse, mais l'odeur de la mort était parfaitement reconnaissable pour le soldat. Lefebvre braqua son arme vers le plafond sombre, sentant une présence au-dessus de lui, mais le pêcheur avait déjà glissé ailleurs. Au rez-de-chaussée, le silence tomba brusquement sur la table de gala, alors que l'homme de loi lisait les premières lignes du contrat. Son visage, d'ordinaire impassible et rigide, se décomposa au fur et à mesure qu'il découvrait l'ampleur de la fraude criminelle. Les preuves étaient là, accablantes et définitives, transformant l'hôte respecté en un criminel de la pire espèce aux yeux de tous. Profitant de la confusion totale qui régnait à l'étage, Silas se laissa tomber dans les fourrés épais bordant la demeure de maître. La douleur dans son corps était presque insupportable, mais l'adrénaline pure le poussait à courir désespérément vers les cachots. Il savait que la mort du baron ne suffirait pas à sauver son neveu si les gardes restants décidèrent de se venger sur les faibles. Dans le chaos qui suivait le cri étouffé du baron, le vieux majordome avait réussi à subtiliser le trousseau de clés officiel. Il se dirigeait vers les cellules sombres, ses mains tremblantes, mais sa détermination intacte après des décennies de soumission. Le vent de la révolte soufflait enfin sur la plantation Valmont, emportant avec lui les cendres d'un système injuste à l'agonie. L'orage éclata enfin avec une fureur sauvage, noyant les cris et les ordres contradictoires sous un déluge de pluie torrentielle. Le destin de la lignée des Valmont venait de basculer dans le néant en l'espace d'une seule et unique décharge électrique. Mais dans l'obscurité des bois environnants, une menace nouvelle se dessinait, prête à traquer les survivants de cette nuit de foudre. Alors qu'il approchait enfin de la liberté, Silas se retrouva face à un homme qu'il n'avait absolument pas prévu de rencontrer. Une silhouette massive, armée d'un fusil de chasse, lui barrait la route, le regard brûlant d'une haine ancienne et tenace. Le pêcheur comprit alors que le plus difficile ne faisait que commencer dans cette nuit qui refusait obstinément de finir. La porte de la cellule s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant non pas un bourreau, mais un allié inattendu et silencieux. L'enfant ne savait pas encore que le fer rouge ne toucherait jamais sa peau, mais que le prix de sa liberté serait terrible. La justice avait frappé depuis les profondeurs du fleuve, mais elle demandait maintenant un sacrifice que Silas redoutait d'offrir. Le document qui prouvait l'imposture était maintenant entre les mains du juge de paix et plus rien ne pouvait arrêter la loi. La chute de l'Empire Valmont était consommée, les invités fuyant la demeure maudite comme des rats quittant un navire en perdition. Pourtant, dans l'ombre de la chambre de maître, le corps du tyran tressaillait encore d'un spasme mystérieux et terrifiant. Le garde examinait les débris laissés par Silas, comprenant enfin la nature exacte de l'arme utilisée contre son maître. Une fureur froide l'envahit, la haine pure d'un homme d'armes humilié par un simple pêcheur qu'il croyait être moins qu'un homme. Il ne s'arrêterait pas avant d'avoir retrouvé l'auteur de ce crime parfait, dût-il brûler la jungle entière pour le débusquer. L'eau noire du Maroni semblait les appeler, offrant un refuge incertain contre la colère des hommes qui restaient encore debout. Leurs pieds s'enfonçaient dans la boue mouvante, chaque pas étant une lutte acharnée contre l'épuisement et la terreur pure. Derrière eux, les lumières de la plantation s'estompaient, mais les aboiements des chiens commençaient déjà à déchirer le rideau de pluie. Silas savait que le fleuve ne pardonnait jamais les erreurs, mais il était leur seule chance de disparaître avant le premier lever du jour. Il poussa l'enfant dans l'embarcation légère, ses mains brûlées saisissant les rames, avec une douleur qui lui arracha un gémissement sourd. Mais alors qu'il s'apprêtait à s'éloigner enfin de cette terre de sang, une main puissante agrippa le bord de la pirogue. Le capitaine Lefebvre était là, son visage déformé par la rage et la pluie, son arme pointée directement sur le cœur de Silas. « Tu croyais vraiment pouvoir tuer un noble de France et t'en sortir ainsi ?» cracha-t-il dans un souffle chargé de venin noir. Le doigt du garde commença à presser lentement la détente, alors qu'un silence de mort revenait brusquement sur la rive du Maroni. Dans la chambre haute, le silence était soudainement brisé par un bruit de succion atroce, venant de l'eau stagnante de la baignoire. Le tyran que tout le monde croyait mort venait de rouvrir les yeux, des pupilles brûlées, mais habitées par une volonté démoniaque. La vengeance de Silas n'avait pas seulement paralysé le corps du baron, elle avait réveillé en lui une soif de sang insoupçonnée.
Le doigt du capitaine Lefebvre se crispa sur la détente. Une seconde d'éternité où la vie de Silas ne tenait plus qu'à un fil de coton. Le pêcheur ne scia pas, son corps protégeant Petit-Jean alors que l'eau du fleuve Maroni bouillonnait autour de leurs jambes. Il avait affronté la foudre des profondeurs, et le fer de l'homme blanc ne lui causait plus aucune terreur. Soudain, des cris d'autorité déchirèrent le rideau de pluie derrière le garde, stoppant net son geste meurtrier. Ce n'étaient pas les renforts de la plantation, mais les gendarmes de la colonie, escortant le juge de paix en personne. La justice, lente et pesante, venait enfin de rattraper la folie qui régnait sur les terres de Valmont depuis trop longtemps. « Capitaine Lefebvre, baissez votre arme sur le champ au nom du roi et de la loi », tonna la voix du magistrat. Le document que Silas avait placé sur le plateau d'argent était maintenant déplié, ses sceaux officiels brillant sous la lueur des torches. L'imposture était désormais un fait public, et chaque seconde passée à servir le baron devenait un acte de haute trahison. Lefebvre, sentant le vent tourner avec la brutalité d'un ouragan tropical, comprit que son pouvoir venait de s'évaporer dans la boue. Il abaissa lentement son pistolet, le visage déformé par une frustration qui l'étouffait plus que l'humidité de la nuit. Il avait passé sa vie à traquer des hommes, mais il n'avait jamais prévu d'être lui-même du mauvais côté de la barrière. Profitant de la confusion et de l'arrestation immédiate du capitaine de garde, Silas fit glisser l'embarcation sur l'eau profonde. Personne ne chercha à l'arrêter, car dans le regard du juge, il y avait une lueur de reconnaissance pour celui qui avait apporté la preuve. Le pêcheur savait que sa place n'était plus ici, parmi les ruines d'un empire qui s'écroulait dans le déshonneur et le sang. Dans la demeure, les médecins de Cayenne s'agitaient autour du corps du tyran, mais la science de 1846 restait impuissante. La décharge de l'anguille, amplifiée par le cuivre de la baignoire, avait grillé les circuits nerveux de l'usurpateur de façon irréversible. Le baron de Valmont était toujours en vie, mais il était devenu le prisonnier le plus étroitement surveillé de son propre corps. Il ne pourrait plus jamais prononcer un ordre, ni lever la main pour frapper, condamné à un silence éternel et terrifiant. Ses yeux, autrefois pleins de mépris, ne reflétaient plus que la terreur d'un homme qui assiste, impuissant, à sa propre déchéance. La justice poétique avait choisi son camp. Celui qui voulait marquer la chair d'un enfant était désormais marqué par l'invisible foudre. L'inventaire de la propriété commença dès les premières lueurs de l'aube, révélant l'ampleur du pillage systématique de Valmont. Chaque pièce d'or, chaque arpent de terre volé à l'orpheline fut consigné sous la surveillance stricte du procureur royal. Le nom de Valmont, si craint quelques heures auparavant, était désormais traîné dans la boue de toutes les conversations de Cayenne. Petit-Jean regardait la rive s'éloigner, ses mains agrippant fermement les rebords de bois de la pirogue de son oncle. Le fer rouge ne l'avait pas touché, mais la nuit avait laissé sur son âme une cicatrice que le temps seul pourrait peut-être effacer. Il ne comprenait pas tout du complot, mais il savait que Silas l'avait ramené des portes de l'enfer par un miracle venu du fleuve. Silas ne regardait pas en arrière, ses yeux fixés sur l'horizon où la brume commençait à se lever sur la jungle profonde. Ses mains brûlées le faisaient souffrir à chaque mouvement, mais cette douleur était le prix de sa liberté et de celle des siens. Il n'était plus seulement un esclave pêcheur, il était l'homme qui avait dompté l'éclair pour renverser un géant d'argile. La chute fut totale et définitive, les autorités ordonnant la saisie de tous les biens pour rembourser les victimes de l'imposture. La nièce orpheline, que Valmont croyait avoir effacée de l'histoire, fut retrouvée et rétablie dans ses droits légitimes de propriété. La plantation ne serait plus jamais un lieu de terreur aveugle, mais le symbole d'une justice qui finit toujours par trouver son chemin. Valmont finit ses jours dans une petite chambre d'hospice, ignoré de tous ceux qui l'avaient jadis humilié par sa superbe. Chaque soir, on racontait qu'il semblait écouter le bruit de la pluie, ses yeux s'écarquillant de peur au moindre éclair dans le ciel. L'odeur de l'ozone le poursuivrait jusqu'à son dernier souffle, un rappel constant de la force qu'il avait brisée dans sa propre baignoire. Certains disent que Silas et Petit-Jean ont rejoint les communautés de marrons cachées au cœur de la forêt vierge du Suriname. D'autres jurent avoir vu un vieil homme capable de manipuler les anguilles électriques sans gants sur les marchés reculés du fleuve. Mais la vérité est que Silas est devenu une légende, un murmure d'espoir transmis de bouche à oreille dans les plantations voisines. L'histoire de la vengeance électrique du Maroni nous rappelle que la tyrannie porte toujours en elle
les germes de sa propre destruction. L'arrogance d'un homme peut bâtir des murs de pierre et des chaînes de fer, mais elle ne peut jamais dompter l'esprit de ceux qui connaissent la nature. La justice n'est pas toujours venue des tribunaux officiels, mais parfois des profondeurs troubles et sacrées de la boue tropicale. La dernière image que la colonie garda de cette affaire fut celle d'une baignoire de cuivre vide, abandonnée dans une chambre en ruine. Le métal était noirci par l'électricité, une cicatrice indélébile laissée par la fureur d'un peuple que l'on croyait invisible. Le monde ancien s'éteignait emporté par le courant d'un fleuve qui n'oublie jamais le nom de ceux qui ont souffert sur ses rives. Merci d'avoir suivi ce récit de justice et d'ombre jusqu'au bout de la nuit guyanaise. Si cette histoire de vengeance foudroyante vous a touché, n'oubliez pas de noter cet épisode de 0 à 10 dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les secrets les plus sombres de notre histoire. Car la vérité, tout comme le courant du Maroni, finit toujours par refaire surface, peu importe la profondeur du secret. Le dossier de l'usurpateur Valmont est désormais clos, laissant derrière lui le parfum amer d'une époque qui s'achève. Silas et son secret dorment quelque part sous la canopée, loin du fouet, et des registres des hommes avides de pouvoir. Que le silence du fleuve soit désormais votre seul guide dans la quête de la vérité historique la plus pure. Le mystère reste entier pour ceux qui ne savent pas écouter le chant de l'eau.